Une peinture bizarre, glissée dans un grenier dévasté et poussiéreux. Un dédale de tableaux abîmés sur le parquet, comme jetés dans la folie du désespoir. Cette peinture d'un portrait est le seul tableau fixé au mur grisâtre et granuleux. On pourrait dire qu'elle est belle. Pourtant, un visage creusé, vestige des ruines de l'expérience. Des traits sinueux, la rage dans les yeux. Le côté sombre de l'œuvre est relevé par la luminosité effrayante du regard, vert, perçant, tel un miroir de l'âme. L'homme dépeint semble curieux, méchant et téméraire. Ses sourcils en broussailles frisottent, freinant la pensée. Paré d'un gilet en laine griffade, il semble un peu musclé, comme le démontrent les contours de ses épaules carrées. Ses mains sont aussi fines que son corps est robuste. De son visage, rien ne transpire. Un mur de plomb, la façade glacée d'Alcatraz. Seule sa prunelle capte la lumière du regard. Cet homme est laid, d'une laideur attendrissante, de celle qui attise la compassion. Qu'a-t-il bien pu lui arriver ? Le piano, le tableau, est empreint d'une atmosphère cataclysmique, stridente même, reflétée par un ensemble de couleurs ternes. Toute une panoplie d'effets ombragés reflète son âme. À sa vue, le premier réflexe est de reculer. La peur nous saisit. Puis vient une sensation étrange d'effroi. Quoi, vous avez quitté la pièce ? Je comprends. Personne ne peut rester en face de ce jeune homme. Pas même vous, ami lecteur. Ah, vous revenez, téméraire. Ne vous inquiétez pas, bientôt vous partirez en courant. Ceci est une promesse. Êtes-vous prêt à voyager à travers les affres du genre humain ? Ce tableau n'est pas qu'un amas de couleurs venant des abîmes. Il raconte une histoire des plus noires. Puis le portrait glisse et se fracasse sur le sol. La pièce se rétrécit. La poussière crée une tempête de particules. Rêve, réalité, tout semble entremêlé. L'anarchie gagne le grenier. Les couleurs des autres œuvres se désagrègent, se vident de leur substance, comme le sang d'un cadavre. Bientôt, elles seront perdues, illisibles. On ne pourra plus les admirer. Une suite de numéros en guise de signature s'étiole progressivement. Comptait-elle aussi l'histoire du même homme ? Pourquoi ne sont-elles pas apparues à notre regard ? Car maintenant, le futur n'existe plus. L'avenir s'efface. Le présent est distordu. La pièce disparaît soudain dans un trou noir mental.
Un son violent vient me réveiller soudainement. Un oiseau fou vient de s'écraser contre ma fenêtre. Une traînée d'hémoglobine glisse sur la vitre sournoisement. Le sang sur ma fenêtre dessine un chemin tortueux. Satané onérisme débile, pourquoi ce rêve puéril chaque jour? Je n'en sais rien, j'ai mal aux yeux, froid dans le dos, et je viens de me réveiller, encore en sursaut. Tic-tac, il est 2 heures du matin. Une lueur blanchâtre s'immisce à travers le rideau. La pleine lune règne dans la sphère stellaire. À Clara, Leipzig, 17 mars 1838. S'il ne me restait plus qu'à gagner l'amour et la confiance de ton père, que je serais si heureux d'appeler mon père, à qui comme professeur, je dois les plus grandes joies de ma vie. Et aussi, hélas, tant de chagrin. Si je pouvais dans ces vieux jours ne lui apporter que du bonheur et lui entendre dire « Ce sont de bons enfants », je serais le plus heureux des hommes. S'il me connaissait à fond, il m'aurait épargné bien des douleurs et ne m'aurait pas écrit une lettre qui m'a vieilli de 2 années. Maintenant, j'en ai pris mon parti. Tout est oublié. Il est ton père. Il a fait de toi l'égal des plus nobles. Il a aplani devant toi la route de ton glorieux avenir, voulant te voir toujours heureuse et en sécurité sous sa fidèle protection. Non, je ne veux pas lutter contre lui qui veut certainement ton plus grand bonheur en ce monde. Écoute ce que je vais te dire à l'oreille. J'aime et je vénère en ton père
beaucoup de grandes et puissantes qualités que, toi seul excepté, possède au même degré. J'éprouve pour lui comme un attachement inné, la soumission que m'inspirent les natures énergiques. Et j'éprouve une double souffrance de ce qu'il ne veuille rien savoir de moi. Pourtant, la paix viendra peut-être un jour, et il nous dira « Soyez l'un à l'autre ». Je viens de constater que chez moi, l'imagination ne prend jamais une plus haute envolée que lorsqu'elle est sous la tension d'un ardent désir. Ce fut mon cas ces derniers jours, tandis que j'attendais ta lettre, j'ai rempli un volume de compositions surprenantes, folles, presque solennelles. Tu ouvriras de grands yeux lorsque tu les juras. Somme toute, je pourrais bien finir par éclater grâce à une trop grande abondance d'idées musicales. Pourvu que je n'oublie pas tout ce qui me passe par la tête. Est-ce un écho des mots que tu m'écrivis un jour? Tu me fais parfois l'effet d'un enfant? Quoi qu'il en soit, il m'a poussé des ailes et j'ai écrit une trentaine de pièces courtes, parmi lesquelles une douzaine environ sont réunies par moi sous le titre de Petites scènes enfantines. Cela t'amusera, bien que, comme virtuose, tu n'y puisses prendre trop grand intérêt. Elles ont des titres comme Faire peur, Devant la cheminée, Attrape l'homme, Le petit mendiant, Sur le cheval de bois, Pays étrangers, Une histoire curieuse. Que sais-je encore?
Il est encore là, ce rêve stupide. J'ai la tête vide, lucide. Je désire l'explorer et pourquoi pas l'interpréter. Cette nuit, c'est la pleine lune. Une lumière blanche irradie le ciel. Je pense à notre future lune de miel. Puis dans l'espace de mon rêve apparaît une plaine en bordure de montagne, avec sa traînée de prés citronnés, ses agriculteurs désenchantés. Ils travaillent la terre, la sueur au front. Moi, je ne suis plus capable d'aller au front. C'est à peine si j'ose traverser un pont. J'ai le vertige, je suis une petite tige ondulant au gré du vent. Je n'aime plus les gens. Aigri, mal dans ma peau, je ne suis plus en symbiose. Seule ma prose témoigne que je ne suis qu'une sclérose. Un atome perdu dans sa quête de vérité. Ici-bas, c'est la Voie lactée qui domine. Pendant ce temps, je rumine, puis mon songe se précise, mon regard vole vers les prés et s'arrête doucement vers un arbre gigantesque. Tiens, encore lui. Ses tentacules bavant la vérité me dévisagent. Pour une fois, je ne ressens pas d'animosité. Elles veulent juste m'éclairer. Je m'assieds en face de l'arbre, puis j'écoute le sermon du moment. La vérité crade de l'instant. J'ai froid, j'ai peur. Je m'accroche à mon cœur. Les tentacules s'ouvrent. Un liquide blanchâtre et gluant coule et se faufile en dehors de leur cavité. Puis vient la vérité, sans artifice, ni malice, juste la vérité, dans un étrange balai. De hautes herbes balaient les environs. Le soleil est écrasant et se reflète sur ces herbes sèches. Ceci n'est pas un conte de fées, juste un rêve entrelacé avec la réalité. Une dimension dans laquelle je peux réfléchir sans fuir. Il est temps de changer, tu as déjà amorcé ta révolution. Remets-toi en question, lâche l'une des tentacules avec une voix grave, puis une autre, avec une voix plus claire, répète en boucle. C'est ta révolution, ton évolution. Écoute tes sensations. Enfin, vient le sursaut, celui de mon réveil. Rien ne sera plus pareil. Rien ne sera plus pareil.
pouvez applaudir. Il n'y a pas de souci. Clara, le 10 février 1854. Dans la nuit de samedi, Robert a ressenti une si violente douleur d'oreille, et cela durant toute la nuit, qu'il n'a pu fermer l'œil. Il entendait toujours une note répétée, et en outre parfois un autre son. Cela se prolongea toute la journée. La nuit du samedi au dimanche fut aussi effroyable. Également le jour suivant, puis la souffrance s'apaisa. 2 heures seulement. Et reprit encore à 10 heures. Mon pauvre Robert souffre atrocement. Tout bruit résonne en lui comme de la musique. Selon lui, c'était une céleste musique, émanant d'instruments aux résonances merveilleuses, comme jamais on en entendit sur terre. Mais malheureusement, cela l'impressionne terriblement, et le médecin dit qu'il n'y peut absolument rien. Les nuits suivantes furent très pénibles. Nous ne dormons à peu près plus. Le jour, il essayait de travailler, mais il n'y parvenait qu'au prix des pires efforts. Il a répété plusieurs fois que si cela ne cessait pas, il en deviendrait fou. Les douleurs d'oreille ont augmenté à un tel point qu'il entendait tout un morceau comme exécuté par tout un orchestre d'un bout à l'autre. Et le dernier accord se prolongeait jusqu'à ce que Robert se mit à songer à un autre morceau. Et ne rien pouvoir faire, hélas, pour le soulager. La nuit de vendredi, comme nous étions couchés depuis peu de temps, Robert se leva et écrivit un thème que, selon lui, les anges lui avaient dicté. Cela terminé, il se recoucha et rêva toute la nuit, les yeux toujours ouverts et fixés vers le ciel. Il croyait fermement que les anges planaient autour de lui et lui apportaient de célestes inspirations. Tout cela en une merveilleuse musique. Ils nous souhaitaient la bienvenue et nous convenions avec eux de les rejoindre avant la fin de l'année. L'aube se leva et avec elle, un terrible changement. Les accords célestes s'étaient changés en accords démoniaques, joints à la plus affreuse musique. Et des démons lui affirmaient qu'il serait damné et qu'il venait de le chercher pour l'entraîner en enfer. En un mot, son état empira, jusqu'à un état de paroxysme nerveux. Il hurlait de douleur. Alors, nous dit-il plus tard, les démons se jetaient sur lui, sous forme de hyènes et de tigres. 2 médecins qui, par bonheur, accoururent rapidement, purent à peine le maîtriser. Jamais je n'oublierai ce spectacle. J'en ressens de véritables tourments. Au bout d'une demi-heure environ, le calme revint, et Robert crut qu'on lui faisait entendre à nouveau des accords plus agréables, comme pour l'apaiser. Les médecins le remirent au lit, et il y passa quelques heures avec plaisir, mais il se releva à nouveau et fit des corrections à son concerto pour violoncelle. Il espérait, de cette façon, soulager en quelque sorte la perpétuelle résonance des sons. Le dimanche, il passa la journée au lit, livré au tourment des génies du mal. Que des esprits du ciel et de l'enfer aient ainsi plané autour de lui? Certes, il ne l'expliqua jamais. Mais il affirmait en réponse à mes questions qu'il était très malade et avait les centres nerveux dangereusement atteints. Pourtant, je ne le détournai à aucun moment de la croyance aux esprits. Et même, il me dit à plusieurs reprises, avec un accent plein de mélancolie, « Tu peux m'en croire, chère Clara, je ne te mens pas. » Il me restait rien d'autre à faire que de dire comme lui, pour ne pas accroître son agitation. Soudain, à 11 heures du soir, il s'apaisa. Les anges lui avaient promis le sommeil.
En rêve, il voyait des notes de musique qui, par on ne sait quelle fatalité, ne donnaient jamais ce qu'il voulait. Très souvent, il avait des rêves de cette sorte. En écrivant La Belle au bois dormant, il rêvait chaque nuit qu'il était un danseur. Il s'était toujours levé très tôt, et maintenant qu'il était seul chez lui, il avait pris l'habitude de se dépêcher. Il avait toujours marché vite, mangé vite, dirigé plus vite qu'il ne fallait. Maintenant, il travaillait avec précipitation, jusqu'à en avoir des maux de tête et des tremblements des mains. Que ce fût l'orchestration de Yolande ou une nouvelle symphonie qu'il composait pendant l'hiver 1891 et 1892, il l'écrivait sans grand emballement. Ses pensées étaient désordonnées, chaotiques, et en terminant les esquisses, il s'aperçut que, dans cette symphonie, il n'avait rien exprimé de nouveau, de puissant, de profond. Sans l'avoir fait entendre à personne, il la détruisit. Il n'avait pas oublié l'histoire de sa ballade pour orchestre, écrite sur le Voïvode de Pouchkine un an auparavant. Au concert de Zilotti, il avait dirigé cette ballade, jouée pour la première fois. Aussitôt qu'il eut fini, il se précipita au foyer des artistes et, suffocant, rouge de fureur, déchira la partition en déclarant qu'il était impossible de jouer une telle saleté. Ses amis avaient bien essayé de le calmer, de le convaincre. Il ne voulait pas subir cela une seconde fois. Et de cette symphonie, il ne resta rien. Mais les mois passaient, dans le travail de chaque jour. Dans ses tournées, un désir l'obsédait. Le désir d'écrire enfin une chose après laquelle la mort, cette vermine Camarde, serait moins terrible. Chez lui, à Cline, dans une angoisse continuelle, à l'étranger, quand un désespoir inexplicable s'emparait de lui. Il ne cessait d'y penser. Une symphonie, une nouvelle symphonie, la 6e, exprimer pourquoi il avait vécu sur cette terre, pourquoi il allait mourir, probablement bientôt. Exprimer enfin son amour, dont il n'osait parler à haute voix. En pensant à la vermine Camarde, il avait parfois envie de relire son testament, de le modifier, de le légaliser. Tous ses droits d'auteur revenaient à Bob, qui recevait ainsi tout ce que Tchaïkovski avait créé, tout ce qui lui était cher. À Alyosha, il laissait les meubles de la maison de Cline. Ses capitaux, si par extraordinaire il en avait, étaient pour Georges, le fils de Tania, adopté par Nikolai Ilitch, qui devait aussi recevoir une pension mensuelle de 100 roubles. Si la montre en émail se retrouvait, elle devait être remise au frère cadet de Bob. « Je jure que c'est bien la dernière fois, disait-il, en quittant la Russie, pour se rendre à Cambridge, où il devait être reçu docteur honoris causa. »
La grande cloche sonne, résonne à travers la galaxie. Mon cerveau est tapi dans la nuit. La profondeur des océans submerge mes axiomes. L'information entre chaque neurone ne passe plus. Elle est altérée, menacée par l'autre. Décomposée, reconstituée, je suis dans une autre dimension, celle de mon esprit. Ma pensée est à l'échelle du nanomètre. L'autre, lui, veut détruire ma tête. Après cet épisode cauchemardesque, je restais là à errer dans le jardin de la maison, tel un fantôme, mon visage, sans expression aucune, intriguait ma famille. Mon frère Reynald, un jour, me surprit du haut de sa fenêtre, en train de faire des tours, telle une toupie dans le terrain. Je tournoyais, mon esprit s'envolait dans la nature. Le décor, fait de verdure, avait de l'allure, telle une peinture. Ce jardin à l'anglaise cachait un profond mystère. Les buissons, tels un labyrinthe, m'ensorcelaient. Je n'avais plus les pieds sur terre. J'errais autour d'un buisson noirâtre acéré que j'effleurais du bout des mains. Reynald descendit l'escalier en colombage pour aller voir maman, inquiet visiblement par mon attitude pour le moins étrange. « Maman, regarde Florent, il a l'air ailleurs en ce moment. Regarde par la fenêtre !» Yasmina jeta un œil désinvolte, puis devant cet étrange phénomène et son côté chronique, le regard de ma mère se concentra sur l'aîné de la famille. Tel un gamin de 5 ans, je restais là à tourner pendant de longues minutes, l'air pensif dans cette parcelle de terre. Les mains pleines de sang, la douleur m'évoquait le bonheur. Je parlais tout seul à voix haute. Dans mon cerveau résonnait cette phrase sans cesse. « L'autre veut détruire ta famille. L'infâme reviendra prendre ton père. » C'est alors que maman hurla par la lucarne. « Que fais-tu, Florent? Rentre prendre ton café à la maison. Il est encore chaud. » Je n'entendais rien. Tel un autiste, les autres me semblaient des objets irréels, fractionnés. Seule la nature m'absorbait à ce moment précis. Le chuchotement des oiseaux, la rosée du matin venait se déposer sur mes souliers en cuir marron. Lorsque soudain, l'orage éclata dans les nimbus haut perchés, je levai la tête, puis fermai les yeux. Dans mon esprit, la névrose explosait ma prose. L'autre reviendra pour s'occuper de ton père. Une lumière blanche vient déflagrer le ciel, puis l'obscurité reprit son pouvoir, jusqu'au prochain scintillonnement blanc. L'obscure clarté du firmament semblait en symbiose avec les éléments de mon métabolisme. Je pris peur. La pluie ricocha sur mon faciès, puis réveilla mon esprit, bercé par la folie. Ayant toujours eu peur des éclairs, je rentrais ainsi dans notre demeure. Maman et Reynald me fixaient tel un extraterrestre en haut de l'escalier ciré, puisque, sans m'en rendre compte, je parlais seul. Je répétais de façon mystérieuse cette phrase curieuse. L'autre veut détruire ta famille. L'autre veut détruire ta famille. Puis je mets l'odeur du café. Je recouvris quelque peu mes esprits. Du moins, pour ce moment. C'est qui l'autre? Me demanda ma mère, l'air préoccupé. Mon mutisme fut la seule réponse que je pouvais donner. Je ne voulais pas entraîner maman dans ma dimension malsaine.
Pendant ce temps, un rythme strident et menaçant arrive au loin. Une batterie frappe mon destin. Une mélodie annonce un nouveau refrain. Le malin s'empare d'une partie de mon cerveau. La religion apaisera-t-elle mes maux? J'ai tant de choses à faire sortir, tant de notes à composer. Métanoïa, ou lorsque je combats la maladie. Le nirvana de la mélodie, la plus belle des victoires. Pas le soleil de la gloire, mais le ciel azur d'un être plus mûr. La vie ne me suffit pas, je voulais atteindre le nirvana. Un coup de fil, et ma vie défile. La vie ne me suffit pas pour remercier ceux qui m'ont fait confiance, ceux qui m'ont donné une seconde chance. Les religieuses des Petites Sœurs des Pauvres ont répondu à ma demande d'emploi, auxiliaire de vie. Pourtant, je n'avais aucune expérience dans les maisons de retraite. J'ai juste fait 1 ou 2 remplacements. J'avais envoyé un CV et une lettre de motivation, sans trop y croire. Lorsque les sœurs m'ont contacté, mon iris, enfermé dans l'obscurité de ma pathologie, s'est subitement ouverte. Tel un nouveau-né, la lucarne de mon regard fut apaisée par un soleil exacerbé. Les couleurs mornes de ma poésie se sont sublimées en une mosaïque de pensées. J'ai vu le monde tel qu'il était, lorsque le désespoir entachait ma vision de noir. Un coup de fil, et la vie défile. J'étais tel un équilibriste au perché sur un fil déjanté. Un coup de fil, et la vie défile. Perdu entre la quête d'un nouvel esprit et les coups de boutoir de la maladie, les sœurs ont donné un sens à ma vie. Lorsque l'espace-temps se jouait de mon entité, à cet instant, ma vie a basculé dans la clarté. Formé, puis estimé, comment ne pas reprendre confiance en moi? Comment ne pas trouver la foi quelque part perdue au fond des tracas? Quelque part, j'ai toujours gardé la foi au plus profond de mon subconscient, conscient qu'à chaque instant, tout peut basculer, lucide. Je suis avide de devenir autre chose qu'un débile mental. Je n'accepte pas ma pathologie. Je la contourne, je la manipule par de subtils jeux de mots. Perdu dans l'abîme, moi qui voulais grimper sur une cime. J'ai fait ce choix de taire mon chemin de croix. Mes amis me décrivent comme quelqu'un de mystérieux, de secret. Il y a des choses dont je ne peux pas parler sans m'effondrer. Alors mon silence est scellé dans la pierre. Je ne prononce jamais de mots sur mon fléau. Depuis que je l'ai croisé, le phare de mon esprit, la pluie ne coule plus sur mon visage. Un flambeau allume chacune de mes actions, celle d'une religion perçant mes mots. À chaque moment, je peux basculer dans le fossé. À chaque instant, je peux me noyer dans mon entier. Je ne suis pas de ce monde. Je suis gouverné par des forces obscures, par l'autre. La religion saura-t-elle me sauver des griffes du démon? La métaphore ne vaut rien si vous ne comprenez pas le dessin. Tant de fois j'ai péché, tout comme ce coup de poing envers celui qui m'a créé. Comment faire pour me pardonner? Je vous taquine, je vous sublime, par de subtils jeux de rimes. Versatile, mon défaut est de mettre le doigt là où ça fait mal. Je suis un miroir, j'observe, j'engrange, et je crache mon venin. Ceci est mon vin.
Alors on va vous jouer Philo-Poésie. C'est un slam, c'est un peu plus léger pour terminer sur une bonne note ce concert lecture. La vie, c'est comme l'Italie, parfois litanie, souvent en dents de scie. Mais surtout, il s'agit d'une histoire que l'on raconte aux enfants, tard le soir. La vie n'est rien, seul compte le chemin, choisis ton destin. Travaille, travaille et augmente ton aura. Écoute ta vibration et cette musique en la. Va et marche vers un ailleurs prometteur. Apprends de tes erreurs. Grandis, mûris, ne sois pas meurtri, ne sois pas jaloux, chasse le courroux. Positive, même lorsque la vie te malmène, seule elle sait où cela mène. Peu importe le chemin, ce qui compte, c'est d'exaucer ton destin. Tu es invité au festin. Fais de chaque jour une promesse, de chaque jour une messe, de chaque jour une caresse. N'écoute pas cette voix jalouse, andalouse. Sois admiratif et surtout réactif. Trouve l'inspiration dans chacune de tes respirations. Vois le verre à moitié plein, comme cela, tu seras plus serein. C'est une philosophie de vie, et pas une vulgaire poésie. La vie, c'est l'énergie. Ma poésie, un mode de vie. La vie, c'est l'énergie. Ma poésie, un mode de vie. L'humain n'est jamais rassasié. Toujours, tu dois te relever. Construis des projets, des idées, des rêves. Va et trouve-toi une Ève. Lève-toi et trouve la fève. Provoque la chance. Pense, pense et pense. Sers-toi de ton mental pour obtenir le Graal. Toi, visage pâle, la vie n'est pas sale, elle est juste salée. Ce serait si ennuyeux si le fleuve de la vie était tranquille. Parfois l'on part en vrille, comme de simples quilles. Parfois l'on part en vrille, comme de simples quilles. La vie, c'est l'énergie. Ma poésie, un mode de vie. La vie, c'est l'énergie. Ma poésie, un mode de vie. Ce qui compte, c'est de s'élever, de soulever et de battre les préjugés, comme un véritable guerrier. La vie t'a insufflé de l'énergie, va et canalise la maladie. Écoute le lien entre ton esprit et ton corps, c'est cela ton or. Vois-toi comme un diamant à polir. Chaque jour, tu dois grandir. Sois dans le dialogue comme Platon. Ne te renferme pas sur Pluton. Apprends de tes discussions. Écoute la plasticité de ton cerveau. Sois ouvert d'esprit. Écoute tes mots. Ne fais pas la sourde oreille. Sois une petite abeille, discrète et piquante, pour que ta vie ne soit pas lancinante. Ton corps et ton esprit t'envoient des messages. Deviens sage. Il n'y a que qui veille. Oublie ton ego. Étrange sensation. Ferme les yeux et contemple le monde. La splendeur de la Joconde. Ta pensée est infinie, comme les vers de cette rhapsodie. Médite et prends conscience de ton existence. Entre ensuite en transe. La conscience de l'espace-temps t'habite désormais. Ne pas vivre à l'imparfait. Sers-toi de ton mental pour te guider. Apprivoise ton passé. Cela aide à avancer. Transforme tes pensées en instructions. Écoute la mélodie de ton cerveau. Il suffit de t'élever, de ne pas te faire submerger par ces pulsions électriques qui nous rendent parfois excentriques. La vie, c'est l'énergie. Ma poésie, un mode de vie. La vie, c'est l'énergie. Ma poésie, un mode de vie. La vie, c'est l'énergie. La vie, c'est l'énergie. Philo-Poésie.